Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Nous allons voir maintenant d'un peu plus près la méthode scientifique en physique. Alors, ici nous ne parlons pas de la codification de la physique elle-même ou de la manière de l'appliquer, mais des processus méthodologiques qui permettent de faire de la physique. Au XXe siècle, on a vu apparaître des théories très avancées qui se sont fortement éloignées de la vie au quotidien, de la physique au quotidien, et donc de l'intuition humaine. Cela a entraîné un rejet de l'induction idéale qui était au XIXe siècle, à l'époque où la physique était plus accessible au sens commun. Nous reviendrons sur ces aspects d'induction, déduction, etc. On peut voir la méthode scientifique en 4 étapes. D'abord, une réunion de données empiriques quantitatives, les plus précises possibles, les plus complètes possibles, basées sur des expériences et dans lesquelles on peut en déduire un certain nombre de règles empiriques. Par exemple, voir que 2 variables sont corrélées. La deuxième étape, c'est la création d'un schéma, habituellement mathématique, qui à ce stade est une hypothèse ou un ensemble d'hypothèses pour décrire, expliquer ce qui a été mesuré. La troisième étape est une analyse approfondie du schéma qui a ainsi été établi afin d'en tirer des prédictions expérimentales qui sont en somme les conséquences des hypothèses qui ont été posées. La quatrième étape est la vérification. On considérera la validation d'autant plus satisfaisante qu'il y a beaucoup de prédictions indépendantes les unes des autres et aussi précises que possible. Ces 4 étapes peuvent être très variables selon les domaines physiques, selon les phénomènes étudiés. Leur difficulté, leur durée peut être extrêmement différente et parfois certaines de ces étapes sont même presque immédiates. On peut comparer ce schéma à quelque chose que l'on connaît. Il est analogue au processus psychologique qui correspond à l'acte de comprendre. On regarde quelque chose, on en assimile les informations par nos sens, on en établit un schéma de pensée, on en tire des conséquences et on vérifie si on ne s'est pas trompé. Avec une différence, c'est que dans l'acte psychologique, le schéma est en général basé sur la logique et une représentation spatiale. Tandis qu'en physique, le schéma est beaucoup plus général et implique des outils mathématiques parfois beaucoup plus compliqués. Dans ce processus, les mathématiques ici sont vues comme un langage. C'est un langage rigoureux qui permet d'exprimer les hypothèses et de décrire le schéma. J'ai employé le mot schéma volontairement parce que il y a un peu un flou terminologique. Parfois on dit le schéma est un modèle. Un modèle des données qui ont été retrouvées. Mais la notion de modèle a d'autres significations. Donc on emploie plutôt le mot théorie qui est moins connoté et qui donne l'impression réelle, correcte, d'avoir quelque chose de beaucoup plus établi. Par exemple, la théorie dite de l'électrodynamique est la théorie la plus complète que l'on ait sur les propriétés de la lumière, l'électrodynamique quantique. Mais on peut y adjoindre ou en retirer des modèles, par exemple des représentations, des modèles de la lumière sous forme de modèles corpusculaires ou de modèles ondulatoires. En physique des particules, on parle aussi du modèle standard comme d'une collection de données pour lesquelles les théories sont encore partielles. Une théorie
n'est jamais prouvée, démontrée. On ne peut que la valider. Mais elle peut être parfois extrêmement bien validée, super validée. Si on prend la mécanique quantique comme exemple, celle-ci a été validée dans tous les recoins possibles, sous tous les angles. Validée abondamment et avec une très grande précision. De plus, elle possède une solidité théorique absolument exceptionnelle. Son soubassement est d'une grande simplicité et d'une grande solidité. C'est enfin une théorie très générale. Selon la manière dont on l'utilise, elle peut englober beaucoup de choses. On pourrait même exprimer la physique classique dans le langage de la mécanique quantique. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'elle est considérée comme parfaite. N'entrons pas dans le piège du dogme. Elle reste une théorie et il n'est pas exclu que dans l'avenir, des précisions meilleures montrent qu'un autre formalisme, d'autres postulats permettent de construire une théorie un peu différente ou englobant la mécanique quantique est meilleure. Dans les différentes étapes que je vous ai décrites, elles sont souvent bien codifiées. Les expériences font appel à des protocoles, des appareils de mesure existants, et il faut parfois beaucoup d'ingéniosité pour mener de bonnes expériences, beaucoup de dextérité. Mais pour l'essentiel, on sait comment il faut procéder. L'analyse du schéma, de la théorie, pour retirer les prédictions, c'est du calcul mathématique. Là aussi, on sait comment il faut faire. Mais il y a une étape qui n'est pas codifiée. C'est celle qui crée le schéma, les hypothèses. Celle-là, c'est trouver le schéma et les hypothèses qui permettent d'expliquer les données expérimentales. Et là, il n'y a pas de codification. C'est là que se situe l'acte de génie, d'un point de vue étymologique, qui vient de génération de la théorie à partir des données. Dans les traités, dans les cours, dans la plupart des livres, ce qui est en général montré, c'est ce qui est validé. Dans des littératures plus spécialisées, vous pourrez trouver des théories qui en sont encore au stade de l'hypothèse, comme la théorie des cordes. Mais vous ne trouverez pas ce qui a été réfuté. Parfois, il est arrivé que des scientifiques émettent une hypothèse, donc une théorie, un schéma mathématique, ou des hypothèses très simples, très élégantes, et qui expliquaient un nombre considérable de choses. Et puis, arrivé au stade de la validation, boum, réfuté. C'est arrivé plus d'une fois, souvent même. La recherche, c'est de l'essai et erreur. Et ça nous enseigne deux choses. D'abord que la vérification est indispensable, avec des résultats indépendants des données initiales. Parce qu'évidemment, si on vérifie ce qui a servi à construire, avec ce qui a servi à construire la théorie, on ne risque pas de réfuter la théorie. Il faut de nouvelles prédictions, de nouvelles expériences, de nouvelles mesures. C'est indispensable, quelle que soit la beauté et l'efficacité des idées, des théories, elles doivent être vérifiées. Et ce n'est qu'avec la vérification que l'on peut dire on a une théorie, une bonne théorie. La deuxième chose que ça nous enseigne, c'est que la capacité à émettre des hypothèses, de bonnes hypothèses, l'imagination humaine et la capacité à voir des structures dans un ensemble de données disparates, tout cela, chez l'être humain, est très fort. Nous avons énormément d'imagination. Nos capacités intellectuelles sont grandes.
Et nous pouvons arriver à trouver des détails cachés dans n'importe quoi. Mais c'est pas pour ça que c'est toujours vrai. Pour prendre un exemple, vous connaissez peut-être le terme de pareidolie. C'est le fait de regarder les nuages et de dire « Oh mon Dieu, un mouton !»« Oh, regarde, celle-là, on dirait la maison de grand-mère. » C'est le fait de voir des objets dans des formes aléatoires. Parce que notre cerveau est programmé pour trouver de telles structures. Il est programmé pour reconnaître des visages, pour reconnaître des animaux, pour reconnaître des objets. Et donc, le moindre détail qui correspond à nos mécanismes de reconnaissance est dans une forme totalement bizarroïde, on voit quelque chose de familier. Qui a bien regardé, souvent, ne ressemble pas du tout. Quand on voit un mouton dans les nuages, à bien regarder, c'est jamais qu'un nuage informe. Et donc, il faut vraiment se méfier de cette capacité à voir des structures et à créer des hypothèses géniales. C'est un outil fantastique, bien sûr. Notre cerveau est l'organe le plus complexe connu dans l'univers. Il est plus complexe qu'une galaxie. 100 milliards de neurones, à peu près autant que d'étoiles dans la galaxie, et chaque neurone relié à plus de 10 000 autres neurones, ce qui en fait un réseau de 10 millions de milliards de connexions. C'est un outil extraordinaire. Tant mieux, il nous sert. Mais, méfiance. Toutes ces erreurs et ces errements, malheureusement, on n'en a pas toujours gardé trace. Souvent, ça s'est perdu. Il y a eu quelques cas qui ont marqué l'histoire. La théorie des rayons M, où un scientifique, excusez-moi j'ai oublié son nom, avait cru découvrir un nouveau rayonnement à partir d'indices très très faibles. Tellement faibles que c'est l'imagination qui crée l'essentiel du phénomène observé. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup disaient, oui, on voit quelque chose. Et d'autres disaient, vous vous foutez de nous là, on voit rien du tout. Hein. Et il a fallu qu'un scientifique fasse un peu une procédure dite de double aveugle, c'est-à-dire fasse une petite tricherie pour tromper l'autre, pour lui dire, ben, et j'avais enlevé la plaque d'aluminium là, tu l'as pas vu? Et tu voyais encore le phénomène. Ça n'existe pas, les rayons M. Ça, on en a gardé trace de cette histoire, d'autres choses, des théories erronées. On en a parlé, hein, le vitalisme, il y a eu la génération spontanée. Ces hypothèses ont parfois eu cours tellement longtemps que, ben, forcément, on s'en souvient. Le modèle géocentrique de Ptolémée, il a été utilisé pendant plus de 1000 ans. Donc forcément qu'on s'en souvient. Mais il y a nombre d'erreurs, parfois, qui sont restées confinées dans des petits cercles qui donc n'ont pas été mises par écrit, n'ont pas été publiés, et donc se sont perdus. C'est un peu dommage. Hein? Moi-même, votre serviteur, a commis de telles erreurs. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une idée, puis de commencer à écrire, à faire des développements théoriques, et puis de voir que ah ben non, ça conduit nulle part. Ça ne marche pas. Dommage qu'on ne garde pas de trace de tout ça. Ça éviterait de refaire parfois 2 fois les mêmes erreurs. Donc, on peut vraiment dire que la science, la physique, c'est un processus d'essai et erreur, et que c'est très difficile, et qu'on peut parfois errer longtemps avant de voir la lumière. Je vous remercie.